Oui, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue donc à cette édition spéciale concernée à nouveau à l'Ukraine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Azovstal, ou le dernier bastion de la résistance ukrainienne, cette aciérie de Mariupol a défrayé la chronique de guerre, symbole de résistance pour les uns, foyer de tension pour les groupes d'extrême droite pour les autres. Entre Kiev et Moscou, le bras de fer n'a jamais été aussi fort que depuis que l'affaire de ce tunnel de Mariupol a été mise à jour. Même si un cessez-le-feu a été instauré pour permettre donc depuis 3 jours ou pendant 3 jours l'évacuation des civils pris en otage ou tout simplement coincés, les informations restent aujourd'hui très contradictoires. Kiev parle de bombardement, de transgression de cessez-le-feu par Moscou, allons même jusqu'à parler de combat de corps à corps, ce qui suscite beaucoup de questions. Poutine est-il en train de changer de stratégie? S'il y en a déjà une, y a-t-il des soldats sous le tunnel? Y a-t-il des combattants d'extrême droite, comme l'a affirmé Moscou au départ? Y a-t-il des civils, comme le laisse penser Kiev? Sinon, comment expliquer ce combat de corps à corps, surtout lorsqu'on sait que de son côté, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a confirmé la présence de combattants israéliens aux côtés des extrémistes ukrainiens. Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses avec nos invités. Akram Khaliev par téléphone, il est expert en questions sécuritaires algériens, et Karine Béchet-Golovko, journaliste, écrivaine et professeure à l'université de Moscou. Elle est avec nous par Skype. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Merci Madame Karine d'être donc parmi nous pour cette émission. Merci Monsieur Akram Khaliev d'être également parmi nous. Je vous en prie. Oui, alors pour commencer, nous savons que depuis quelque temps, pour ne pas dire aujourd'hui, donc il y a eu un cessez-le-feu et même un corridor a été installé pour permettre ou faciliter l'évacuation de ces, je dirais, de ces gens qui ont été coincés, de ces civils. Le corridor ou le cessez-le-feu, ou le corridor plus principalement, il dure de 7h jusqu'à 17h. Il serait donc, selon l'ONU, près de 300 civils à être évacués. Mais d'autres informations parlent de combats de corps à corps. Comment expliquer cela à Madame donc Karine, alors que la Russie affirme que ses troupes ne sont pas sur le terrain? Alors, la Russie affirme effectivement que ses troupes se sont retirées à distance raisonnable, dirons-nous, mais elles ne sont pas parties. L'usine, puisqu'il s'agit quand même à la base d'une usine, d'une aciérie, est encore cernée parce qu'ils ne veulent pas que des combattants extrémistes, néo-nazis ukrainiens, puissent s'échapper. Le problème, en fait, c'est que des négociations ont eu lieu entre les forces russes et les groupes extrémistes sur place là-bas, pour leur proposer donc de laisser partir les civils, puisque selon les estimations des uns et des autres, il y aurait à peu près encore 200 civils coincés dans Azovstal. Il est vrai que la sortie des civils, lorsqu'il y avait les caméras occidentales, la Croix-Rouge, les représentants de l'ONU, ont donné un peu l'espoir que finalement on allait pouvoir crever cette abcès d'Azovstal, mais pas du tout, puisque dès ce matin, en fait, les forces ukrainiennes ont déclaré que désormais, puisque manifestement les caméras sont parties, ils ne laisseraient plus partir les personnes. Donc, c'est-à-dire que ces personnes civiles sont officiellement désormais des otages. Et non seulement ils ne laisseraient pas partir ce qui est donc devenu des otages officiellement, mais en plus ils demandent une rançon, puisqu'ils acceptent de libérer 15 otages contre 1 tonne de nourriture et de médicaments. Donc, nous sommes dans des méthodes de terroristes. Oui. Alors, Monsieur Akram Khaliev, selon vous, il n'y aurait pas que des civils dans ce tunnel d'Azovstal. Il y aurait également des combattants ukrainiens. Donc, comme l'avait affirmé au départ Moscou et que ça a été démenti par Kiev aujourd'hui, donc on a la preuve par mille, je dirais, que effectivement des combattants existent bel et bien dans ce tunnel et que peut-être toutes les raisons de cette évacuation reposent justement sur l'évacuation de ces combattants beaucoup plus que celle des civils, Monsieur Akram Khaliev. Oui, en fait, la problématique, c'est qu'on a une sorte de millefeuille de combattants là-bas. On a les ZSU, donc qui sont l'armée régulière ukrainienne, qui est elle-même, dont les membres sont eux-mêmes otages de ce qu'on pourrait appeler
des bataillons de représailles exactement, c'est des boucliers. nationalistes. Oui. Vous avez aussi des combattants venant de l'étranger. Vous avez des militants d'extrême droite nationalistes qui sont aussi qui tiennent un petit peu tout le monde en otage. Et donc on se retrouve avec une situation où tout est miné. Vous avez à la fois des otages militaires et des otages civils. Et vous avez des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout parce que ils savent pertinemment qu'ils ont déjà dépassé toutes les lignes rouges par le passé et que leur statut ne leur permet pas de bénéficier de la Convention de Genève, n'étant pas des militaires réguliers eux-mêmes, étant plutôt ne peuvent pas être considérés comme des miliciens. prisonniers de guerre. C'est ça que vous voulez dire, M. Akalam Khaliev? Oui. Oui. Allez-y, continuez, poursuivez votre idée, M. Akalam Khaliev. Donc, en fait, pour en revenir à votre question principale, ça renvoie à une problématique qu'on a découvert lors de cette guerre, mais qui était quand même anticipée depuis quelque temps, c'est que les endroits en Ukraine, les endroits où il n'y avait pas de bataillon de représailles, ont été libérés de manière pacifique. L'intégration des populations s'est faite de manière très très facile et il n'y a pas eu de diffusion de sang. Les endroits où il y a, donc je peux citer par exemple Kherson, où les choses se sont très très bien passées. D'autres endroits où il y avait des bataillons de représailles, et on les voit aujourd'hui, à Mariupol, c'est en train de devenir des chaudrons, on se retrouve avec des situations où l'armée russe a beaucoup de mal à avancer parce qu'elle ne veut pas faire de mal aux civils et aussi parce que c'est très compliqué de négocier avec une partie qui refuse toute négociation. Oui, alors très bien, ce qui me permet un petit peu de revenir vers vous, Madame Karine. Effectivement, si on se rappelle bien, depuis donc le début, ça fait quand même un mois que ça dure, l'histoire des otages, du tunnel d'Azovstal, on parlait très peu de certains agents infiltrés. On parlait beaucoup plus de civils pris en otage ou qui seraient coincés. Et aujourd'hui, ça se dévoile petit à petit, c'est-à-dire tout ce qui a été démenti par Kiev, aujourd'hui, au contraire, est avéré comme quelque chose de réel et de bien réel, puisque il y a eu la visite de Guterres sur les terrains. Est-ce que toute, je dirais, cette série de visites ou cette série d'événements n'était pas justement pour aboutir à cette évacuation? Et est-ce qu'on ne parle pas plutôt d'agents infiltrés qu'on voudrait justement exfiltrer, et c'est pour ça que ça fait autant de complexité avec cette histoire du tunnel? Tout à fait. On peut être extrêmement surpris par la visite de Guterres et on va dire des politiques étrangers, européens, occidentaux en général, qui tout à coup se sentent extrêmement concernés par la vie et la sécurité des civils, alors qu'ils passent leur temps à fournir l'Ukraine en armes et en hommes et en instructeurs. Oui. Donc, a priori, il est quand même difficile, si vous voulez, de penser, comme vous le dites justement, qu'ils sont inquiets pour les civils. Il semblerait que l'intérêt soit effectivement ailleurs. Dès le départ, et la Russie et DNR avaient souligné le fait qu'il n'y avait pas que des Ukrainiens, qu'il y avait effectivement aussi des hommes de main, mais au-delà de ça, il semblerait qu'il y ait des représentants des pays de l'OTAN. Et le problème est comment les laisser sortir sans provoquer un scandale, puisque formellement l'OTAN ne cesse de répéter que bien qu'ils fournissent le conflit et qu'ils l'entretiennent, ils ne sont pas formellement partis au conflit puisqu'ils n'ont pas d'hommes sur place. Oui. Donc là, ici, il y a quand même un problème. On se souviendra aussi de la position du Premier ministre britannique qui, lorsque les deux soldats britanniques ont été pris, tout d'abord, personne n'a voulu en entendre parler en Grande-Bretagne. Et finalement, après, le discours a été diamétralement opposé en disant que ce sont des grands héros nationaux. Donc, nous voyons bien effectivement que derrière, des civils sont effectivement retenus en bouclier humain pour protéger les
les autres qui combattent, qui sont sur place, et des personnes qui doivent rester dans l'ombre, dans tous les sens du terme, et qui serait intéressant pour l'OTAN, en tout cas, d'exfiltrer de manière assez discrète. Est-ce que c'est l'intérêt de la Russie de le faire? C'est autre chose. Est-ce que c'est faisable, même objectivement, parce que quand vous gérez une situation de loin, il y a toutes comme les dirigeants de l'OTAN, il y a toute une série de contraintes sur place politiques et humaines qui ne sont pas toujours maîtrisables. Et dans quelle mesure ces groupes fanatiques qui sont utilisés sont encore réellement contrôlés? Parce que ces gens sont quand même difficilement qualifiables d'adéquats. Oui. Donc, beaucoup de questions se posent. Oui, beaucoup de questions se posent. Effectivement, nous tenterons de les poser aujourd'hui avec vous, avec M. Akram Khaliev, et d'y apporter quelques réponses du peu qu'on peut. Alors, en dépit de tout cela, il semblerait que, selon Kiev, bien sûr, que les bombardements russes se poursuivent, c'est-à-dire en dépit du cessez-le-feu, bien sûr, se poursuivent sur cette usine d'Azovstal. Quel intérêt a-t-on justement à instaurer un cessez-le-feu et puis de bombarder, si l'on en croit Kiev, M. Akram Khaliev? Bon, déjà, il est très difficile de penser que Kiev soit informé de manière précise sur ce qui se passe. Ce qui est dit, vous savez, c'est de bonne guerre, hein, la communication, la propagande font partie depuis le début du de l'appareil militaire lors d'une guerre. Donc aujourd'hui, Kiev est en train de mobiliser l'opinion publique qui lui est déjà acquise autour de l'idée d'une Azovstal assiégée, d'un territoire libérable et sauvable de la part de la communauté internationale, ce qui n'est pas du tout le cas. L'usine se trouve dans un endroit qui est pour le moins contesté et en réalité qui est totalement acquis géographiquement à la Russie. Le fait de prétendre qu'il y a une reprise des combats, c'est une façon de un petit peu souffler le chaud et le froid, comme Madame avait dit tout à l'heure, les Ukrainiens ont fini, les bataillons de représailles là-bas ont fini par essayer de monnayer la libération des otages civils contre de la nourriture. Donc, on voit qu'on est dans un système de gain de temps et de manipulation médiatique. Alors, voilà, M. Akram Khaliev, gain de temps, pourquoi? Pourquoi faire? Pourquoi cherche-t-on à gagner du temps dans cette histoire d'Azovstal et de ce tunnel et d'essayer de monnayer et d'échanger, faire un troc entre des humains et de la nourriture? Selon vous, gagner du temps, pourquoi? Bon, il y a plusieurs paramètres. Premièrement, le temps joue en la faveur des Ukrainiens parce que, selon ce qu'ils pensent, parce que l'opinion publique internationale se focalise sur ça. Deuxièmement, on est à quelques jours d'une date très très importante le 8 mai pour la Russie, le 9 mai, donc d'Den Pobyedo, qui est le jour de la victoire. Et qui normalement devrait voir des parades et des marches de la victoire dans une centaine de lieux en Russie, y compris à Mariupol. Donc les Ukrainiens veulent, et on le voit ces derniers 15 jours, tous les monuments dédiés à la libération de l'Union soviétique qui se trouvent dans la partie ukrainienne ont été détruits ou tous les symboles profanés par les Ukrainiens. Donc on est dans une dynamique de négation de ce fait-là et de spoliation aussi de cette symbolique de dénazification. Oui, très bien. Madame Karine, ne pensez-vous pas que ce tunnel ne renferme pas que des personnes, mais également beaucoup de secrets, que l'Europe ne voudrait pas justement que ces secrets soient connus par cette évacuation, ou est-ce qu'on pense carrément à côté ? C'est possible qu'il y ait des secrets, mais j'avoue plutôt rejoindre la position de Akram Khaliev parce que effectivement le 8 et 9 mai sont extrêmement symboliques en Russie et la chute d'Azovstal
pour le 9 mai serait sur le plan symbolique une catastrophe totale et pour l'Ukraine et pour l'OTAN. Donc ils font effectivement durer les choses, mais si vous avez remarqué, en général, ils jouent le temps. Et pas uniquement avec Mariupol, un peu partout. Ils ont commencé à jouer le temps dès le départ avec les négociations. Oui, effectivement. À chaque étape, en fait, ils font traîner. Et j'ai l'impression que cette manière d'utiliser le temps fait partie de la stratégie qui est mise en œuvre, en pensant aussi que d'un côté, vous avez l'Ukraine qui est dans une logique de guerre. D'un autre côté, vous avez la Russie qui ne veut pas rentrer à l'intérieur dans une logique et dans une rhétorique de guerre. Il n'y a pas de mobilisation générale. Il y a tout est fait pour que la vie continue à être normale et pour l'instant, ça marche. Donc, tout en ayant, si vous voulez, un certain patriotisme naturel de la population, qui à la limite, elle demanderait presque plus, si vous voulez, d'implication. Mais c'est cet équilibre extrêmement délicat qui est tenu la Russie. Elle ne veut pas tomber non plus dans le piège qui lui est tendu. Par l'Ukraine. Tout à fait. Enfin, par l'Ukraine, par l'OTAN avec l'Ukraine, qui tendrait à la faire entrer à 200% dans une logique de guerre, quand tous les pays européens et occidentaux, eux, ne le sont pas, sauf l'Ukraine, puisque dans ce cas-là, il y aurait un déséquilibre. Et l'intérêt, si vous voulez, de faire traîner, à mon avis, c'est très concrètement actuellement la date du 9 mai, et d'une manière stratégique, de penser devoir obliger la Russie à passer le pas et à changer de rhétorique radicalement à l'intérieur. Je ne sais pas, sincèrement, si elle n'aurait pas intérêt quand même à renforcer un petit peu plus à l'intérieur son implication, même idéologique. Mais en tout cas, il est vrai que dans la mesure où les pays occidentaux ne rentrent pas dans une logique de mobilisation générale, dans une logique de guerre humaine, totale, ça serait extrêmement dangereux pour la Russie, elle, de tomber dans ce pas et de le faire. Et c'est ce difficile équilibre entre agir, mais en ayant moins d'hommes, elle agit donc beaucoup plus lentement, et le fait de ne pas faire des pas trop excessifs, mais tout en faisant des pas efficaces. C'est une technique extrêmement difficile parce qu'elle se retrouve sur un échiquier complètement différent, puisque nous sommes à la fois dans une sorte de guerre mondiale qui est quand même déjà en cours, c'est le cas, mais avec un terrain militaire qui est extrêmement limité. Oui. Donc, c'est une configuration extrêmement nouvelle, en fait, en termes de conflit. Oui, justement, nous allons y revenir tout à l'heure pour voir à peu près comment se déploie la stratégie de Poutine jusque-là. Mais il y avait un point sur lequel je voudrais revenir, parce qu'on avait parlé du fait qu'aujourd'hui, les belligérants, ou du moins l'Ukraine, cherchent avec ses alliés à gagner du temps, un temps qui peut-être lui serait profitable, pour l'instant, on l'avait compris. Mais ce temps, justement, que cherche à gagner l'Ukraine, on a l'impression que chaque fois que cela dure, ou une affaire ou un événement comme celui d'Azovstal perdure dans le temps, et plus le président Zelensky a de chances d'avoir les bailleurs de fonds de son côté. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un jeu depuis quelque temps qui est, je dirais, est devenu une tradition chez Zelensky, lui qui a demandé aux pays voisins de encore renforcer leur aide financière, et apparemment ils répondent bien, puisque plus de 6 milliards d'euros destinés à l'Ukraine ont été réunis lors de la conférence internationale des donateurs à Varsovie, en Pologne, qui vient de faire l'annonce aujourd'hui, l'annonce qui a été faite par le Premier ministre polonais. Alors finalement, la crise en Ukraine est devenue un véritable, je dirais, un véritable business. Merci beaucoup, Madame Karine, donc, de me tendre la perche. Et ça semble vraiment faire l'affaire de Zelensky. Alors, c'est pour ça que je disais, est-ce que ce n'est pas une bonne chose que cela dure, Madame Karine ? Pour lui, effectivement, de toute manière, c'est le seul moyen, en quelque sorte, de maintenir le budget ukrainien en situation de survie, parce que dès que l'approvisionnement extérieur va tomber, tout va s'écrouler. L'on a vu aussi le problème étant de savoir où utiliser l'argent, puisqu'il semblerait que l'argent qui est délivré par les pays occidentaux de façon financière, enfin sous forme financière à l'Ukraine, ne soit pas toujours utilisé pour l'action militaire. En revanche, toutes les livraisons d'armes, les envois de formateurs, les
Les États-Unis, je vous rappelle, ont annoncé, d'ailleurs il y a quelques jours, ça commençait à être fait, qu'ils prennent chez eux certains Ukrainiens, qu'ils les forment pour l'utilisation de leurs armements et qu'ils les renvoient ensuite en Ukraine. Donc effectivement, le temps joue aussi dans ce sens-là, où il permet de reconstituer l'armée ukrainienne au fur et à mesure qu'elle est ciblée par la Russie. Et c'est ce point-là, en revanche, qui pose de sérieuses questions du point de vue stratégique russe, parce que cibler ponctuellement et de loin certains éléments sans toucher en plus les points vitaux de l'armée ukrainienne fait que finalement, elle est au fur et à mesure en quelque sorte reconstituée. Oui. Et ça, c'est un pari qui peut coûter très cher à la Russie. Oui. Et c'est toujours ce difficile équilibre dont on parlait. Le problème, c'est que si elle veut réellement dépasser ça, il faut une autre implication en hommes qui est beaucoup plus importante, et sans une mobilisation, ça va être difficile à faire, puisque l'armée russe a été extrêmement réduite ces dernières années. Elle a été entre guillemets professionnalisée, elle est rentrée dans les standards internationaux qui sont beaucoup plus technologiques et beaucoup moins humains. Donc c'est une armée qui est moins puissante en termes d'hommes qu'elle ne l'était l'armée soviétique. Et là, on se trouve face à une question de savoir jusqu'à quel point ces standards internationaux sont réellement efficaces lorsqu'on est dans une véritable guerre. C'est peut-être très bien pour les interventions en Syrie, par exemple, pour la Russie. Mais est-ce que c'est suffisant dans ce type de combat qui ressemble beaucoup plus quand même à une guerre classique? Oui. Alors, M. Akram Khaliev, on parle de plus en plus d'un étau qui se resserre sur l'usine d'aciérie d'Azovstal, qui se resserre sur les combattants. D'ailleurs, même Kiev aurait ou serait en train d'accuser Moscou de vouloir anéantir les soldats retranchés dans l'usine malgré le cessez-le-feu ou les promesses de cessez-le-feu. Alors, est-ce que c'est vraiment l'objectif de Moscou aujourd'hui que d'anéantir les combattants qui se trouveraient dans cette usine? Parce que je pense que dans ces cas-là, Poutine aurait pu le faire depuis longtemps. Et donc, quand on parle justement en termes de combat, est-ce que cela veut dire que les Russes sont présents sur le terrain, ou en tous les cas, les Ukrainiens ou l'Ukraine voudraient nous faire croire ou faire croire au monde qu'ils sont présents, et donc il faut encore plus d'aide pour l'Ukraine pour pouvoir s'en sortir. Monsieur Akram Khaliev? Oui, bon, dans le cas de Mariupol en général et dans le cas de l'usine d'Azovstal, il faut comprendre une chose très importante, c'est que au-delà de l'aspect communicationnel et médiatique de la chose, c'est une opération de police. D'ailleurs, qui se charge du nettoyage entre guillemets d'Azovstal, c'est la Rosgvardia, qui est la gendarmerie, quelque peu la gendarmerie russe, et Akhmatsila, qui est la force tchétchène, qui dépend aussi de la Rosgvardia. Oui. Donc nous n'avons pas d'unité militaire, pour ainsi dire, qui participe de manière massive. C'est une véritable opération de police, et je pense que la Russie, dès le départ, a planifié cette opération-là pour récupérer le maximum d'informations, d'hommes et surtout de renseignements sur les différentes milices extrémistes qui opèrent là-bas. Donc, oui. Je pense que Azovstal en tant que tel est une opération marginale à l'échelle de toute la guerre, mais qui aujourd'hui est devenue une sorte de point de focalisation médiatique qui est totalement inutile. Oui. Alors, dans ces cas-là, M. Akram Khaliev, comment s'explique cette aide de 300 milliards ou de 300 millions de dollars donc octroyée par la France, une aide supplémentaire à l'Ukraine? Est-ce que ce n'est pas une sorte de provocation, encore une énième fois, faite donc à la Russie? Vous savez, c'est un petit peu le désespoir. Vous savez, l'histoire est en train de se répéter. On est en train de revivre exactement ce qu'a vécu la France en 1871 pendant la guerre franco-prussienne, où la France de Napoléon III a été totalement décimée, Napoléon III étant lui-même capturé par les Prussiens. Oui. Ce qui s'est passé juste après, c'était quoi? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Une levée en masse, une importation anarchique d'équipements militaires archaïques, provenant de la guerre civile américaine, et un envoi de troupes à la mort face aux Prussiens qui avaient déjà gagné la guerre. Donc ça s'est terminé comment? Ça s'est terminé par le premier traité de Versailles.
Et je pense que dans le cas de l'Ukraine aujourd'hui, l'histoire se répète malheureusement pour eux. Oui. Alors, Madame Karine, pour clore un petit peu ce deuxième chapitre de cette émission, par quoi s'explique cet élan de générosité de l'Union européenne, de la France, d'autant plus qu'on parle de plus en plus de crise dans ces pays, c'est-à-dire en Europe. Est-ce qu'ils ont les moyens aujourd'hui de leur politique? C'est un petit peu paradoxal parce que finalement, Poutine serait en train de changer de stratégie et j'ai l'impression que les Européens sont restés dans leur première stratégie, à savoir encore plus d'argent pour l'Ukraine. Il me semble que simplement l'Union européenne n'a pas le choix. Parce que les pays européens sont tombés eux-mêmes sous domination de l'Union européenne. Ils ont perdu une grande partie de leur souveraineté. Et la souveraineté, vous savez, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Mais il est difficile d'en avoir un morceau. Donc, globalement, ils l'ont perdu. L'Union européenne est une structure de gouvernance globalisée à vocation régionale sur le continent européen, donc qui défend non pas les intérêts des pays européens, qui sont censés être ces intérêts défendus par les pays eux-mêmes, mais qui défend les intérêts atlantistes, qui reviennent donc aux intérêts américains actuellement. Donc, les pays européens payent parce qu'on leur a donné l'ordre, donc ils payent, ils n'ont pas le choix. Ensuite, je vous rappellerai que les dirigeants qui ont été mis en place sont d'un niveau politique extrêmement bas. Ils n'ont pas franchement de culture politique nationale. Et pour eux, il est tout à fait normal, en quelque sorte, de réagir comme dans le cas d'une grande corporation. Et simplement, chaque pays européen est considéré comme une filiale à gérer dans le cadre de la logique de cette grande corporation atlantiste globalisée. Avec les résultats que l'on connaît. C'est une catastrophe sur le plan social, c'est une catastrophe en Europe sur le plan économique, c'est une catastrophe sur le plan politique. Il y a une rupture fondamentale entre les élites gouvernantes et les populations locales, et cette rupture ne va pouvoir que grandir. Le fait que la Russie remette en cause tout ça, c'est une excellente chose, puisque en fait, nous sommes à la frontière, au moment de basculement, entre un monde global totalitaire et un monde qui va pouvoir sortir en quelque sorte d'une phase d'aphasie et reprendre un petit peu des couleurs et de l'énergie, en tout cas on l'espère pour l'Europe, revenir à elle-même et se réveiller. Mais ça va être douloureux si elle se réveille. En tout cas, si elle ne se réveille pas, les États-Unis seront là, eux, pour gouverner le territoire européen. En tous les cas, les États-Unis, pour leur part, ils semblent être quand même assez en éveil, savoir en tous les cas à ce qu'ils font. Juste pour aller vers notre troisième volet, mes chers invités, donc j'allais parler de la stratégie de Poutine. Madame Karine, quelle est selon vous aujourd'hui la stratégie qui a été déployée par Poutine jusque-là? Et est-ce que le fait de penser aujourd'hui à l'inclusion de l'Est de l'Ukraine, du Sud-Est également, Mariupol, Odessa, serait ou rentrerait dans un changement de stratégie, ou est-ce que c'était déjà ça la stratégie? Il est extrêmement difficile, sincèrement, de formuler clairement la stratégie de la Russie parce que, tout d'abord, il est à espérer que tout ne soit pas dit dans les discours politiques et dans les médias. Sinon, nous aurions quand même un sérieux problème justement de stratégie. Ensuite, il y a toutes les différences entre ce qui est dit publiquement et ce qui est affirmé et ce qui est réellement décidé derrière. Et enfin, il y a de fortes chances aussi que si vous avez une idée du but à atteindre, vous pouvez aussi changer les voies par lesquelles vous allez passer pour atteindre ce but. Et on a un peu cette impression des trois aspects, si vous voulez, avec la Russie actuellement, puisque si au départ, dans le premier discours de Poutine qui a lancé cette opération militaire, il ne parlait que de l'Ukraine et pas uniquement du Donbass, après les pourparlers d'Istanbul, le retrait des forces russes des régions de Kiev et se sont reconcentrés uniquement sur l'est de l'Ukraine, semblerait penser que dans un premier temps, tout soit reconcentré sur l'est du pays. Très bien, Madame Karine. Donc, pour l'émission tire à sa fin, on n'a pas suffisamment de temps, donc le temps qui nous est imparti tire carrément à sa fin. Je remercie mes invités d'avoir pris part aujourd'hui avec nous à cette émission. Je rappelle que
C'était avec nous Monsieur Akram Khaliev, expert algérien en questions sécuritaires, mais également Madame Karine Béché-Golovko, journaliste, écrivaine et professeure à l'Université de Moscou. Je vous remercie beaucoup pour avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et dans un instant, le journal de 19h qui vous sera présenté par Abdelkader Idrieff.